Juste petite parenthèse, on t'a déjà dit que tu ressemblais à l'influenceur Boussif, ou rien à voir. Oh, on m'a déjà dit Mohamed Deni, on m'a déjà dit Amin Mathieu, bah, tous les Arabes avec un chignon, quoi. Ok. Voilà. Bonjour France, bienvenue dans le média Aloha News. Aujourd'hui, on se voit pour ta nouvelle sortie, ton projet hiver-automne. Yes, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Ça fait des années et des années que tu rappes. Depuis 2019, exactement, en vrai. Sérieusement. Avant, Ouais. c'était quoi? C'était une... Avant, j'écrivais un texte tous les 6 mois et j'ai une longue période où j'ai pas écrit. Donc moi, je considère que je rappe pour de vrai depuis 2019. D'accord. Donc depuis 2019, t'es rentré dans le cœur de certains artistes, comme Vald. Là, t'as Ouais. Soprano sur lequel Yes. qui présente ton projet. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que t'as senti, toi, un moment où tu passais un palier? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu permettre de passer ce genre de palier? Alors, depuis 2019, j'en ai passé plusieurs des paliers. La première chose qui a pu permettre que je passe ces paliers, c'est le travail. C'est-à-dire qu'en 2019, j'ai pris des décisions et je me suis mis à fond dans la musique. Et j'ai décidé de terminer mon premier album qui était Tranche de vie, que j'avais commencé en 2015. Et à un moment donné, je me rendais compte qu'en restant au boulot, je le terminerais jamais. Donc j'ai fait un choix, donc ça tout part de ce choix-là en réalité. Donc beaucoup de travail, et puis après de la chance aussi, beaucoup de chance, mais de la chance liée au travail toujours, parce que un événement qui m'a donné beaucoup de visibilité, c'est le freestyle Skyrock, avec C'est Seth Joes à l'époque et Mmh. Web7 maintenant. Et ce freestyle, en fait, il m'invite à ce freestyle alors qu'il me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et moi, il m'invite à ce freestyle parce qu'il a vu passer Étoile filante dans ses recommandations YouTube. Pas mal de steps. Ensuite, Fianso qui m'invite par rapport à ce freestyle-là qui a débloqué. Et puis la chance que j'ai eue, c'est qu'il m'invite à ce freestyle 2 semaines avant la sortie de mon album. Et Tranche de vie qui a eu un succès d'estime, qui me permet ensuite de faire le code avec Mehdi Maizi, qui me permet de faire tout ça. Et puis aussi d'intéresser les maisons de disques. On te considère, et parfois toi, tu te considères, tu me dis si je me trompe, mais d'un certain rap qui, aujourd'hui, n'est pas forcément considéré comme un rap mainstream. Peut-être c'est Joe's, on le met entre parenthèses, mais quand on parle de Sofiane, Vald, Soprano ou Mehdi Maizi qui t'invitent dans le code, Hmm. c'est des artistes, disons, qu'on pourrait considérer comme mainstream, non pas dans leur forme, mais dans la popularité qu'ils ont. C'est vrai. Euh, Comment t'expliques que ce genre d'artistes sont connectés? Est-ce que c'est parce qu'ils viennent quand même d'une certaine école qui est pas très éloignée de la tienne? Quand on pense à Soprano, on pense à Psychiatre. Val de Si qui vient d'une certaine école où le texte, le Hmm. rap, les techniques, etc. comptent. Comment t'expliques que tu rentres justement dans le cœur des gens? Et ensuite, est-ce que le public a directement suivi avec ces appels de phare de ces artistes-là? Il y a une histoire d'école. Je pense que oui, il y a une histoire d'école. C'est que en réalité, dans le rap, on a à peu près tous écouté les mêmes choses et on a tous des références communes. Tu vois, comme quand des gars comme Vald, comme ZKR, comme Oxmo Puccino, ils sont chauds de collaborer avec moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, peu importe où t'es dans le rap, il y a encore une histoire de passion. Et qu'en fait, peu importe où t'es dans la pyramide du rap, les gens, ils te connaissent. Même s'ils n'ont jamais dit ton nom, tu les as jamais entendus parler de toi. Mais en réalité, c'est des mecs qui diguent et qui connaissent le rap et le rap actuel. Donc, je suis sûr qu'ils connaissent des blasts de rappeurs underground que nous, on n'imaginerait même pas que ça sortirait de leur bouche, tu vois. C'est des gens qui ont gardé la passion et qui sont toujours passionnés. Le public, c'est plus difficile. En tout cas, par rapport à mon rap, j'ai l'impression que mon rap, il reste quand même difficile d'accès, peut-être. Comme je dis dans Bison, le niveau immense fait grimper tout doucement l'audience. Donc moi, au niveau de mon public, j'ai un public fervent qui me suit et je le remercie pour ça. Je suis pas l'artiste qui fait le coup de buzz de ouf et qui tout d'un coup il tape des écoutes de fou quoi. Dans Milliardaire en euros, tu dis la drogue est un mauvais pansement dans les moments très sombres. Ouais. Est-ce que tu peux développer ça dans un milieu où c'est hyper présent et hyper c'est pas un jugement, hein, et hyper pas valorisé, mais en tout cas présenté comme une consommation quotidienne des rappeurs ou d'une certaine jeunesse? Alors déjà présenté comme une consommation quotidienne, il y a que la bullshit. Oui, oui. J'ai jamais entendu un mec je Ok. me tape 4 rails de coke, j'ai jamais entendu ça dans le rap moi. Oui. Donc en ce qui concerne la bullshit, ce que je dis, c'est que en fait, quand tu vas mal, la drogue, ça va pas t'aider à aller mieux. Tout simplement. La drogue, elle va amplifier l'état dans lequel tu te trouves actuellement. Et c'est vrai que le shit et la bœuf, en fait, c'est des drogues dont on capte pas en vérité à quel point ça peut te ralentir.
et à quel point c'est vraiment une drogue, tu vois. Il y a des mecs, leur journée, c'est trouver un ouinge, trouver de quoi fumer. C'est le but de leur journée, tu vois. Il y a des mecs, leur cerveau, c'est plus le même. Les neurones, elles se connectent plus pareil, surtout quand tu fumes en étant jeune. Et en fait, moi, la période où j'ai le plus fumé, c'est quand j'étais au lycée. Tu sais, tu peux fumer un pétard dès 7 heures du matin, la récréation, tu fumes encore un pétard, à une autre pause, encore un pétard. Et en fait, dans un moment où toi, ton cerveau, il est en construction, et que c'est le moment où tu dois emmagasiner en réalité le plus de choses de ton environnement. Déjà, tu as les cours, tu apprends les relations sociales, tu apprends plein de trucs. C'est un truc qui est très violent. Après, suivant t'es qui, suivant les personnes, ça t'atteint différemment. Moi, je connais des mecs qui fument depuis toujours et leur vie, ça va très bien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de... Par contre, la drogue aussi, d'un autre côté, en tout cas, ce qui est shit bœuf, quand t'es en mode dépression et que t'es vraiment en dépression, que t'as envie de t'enfermer chez toi, d'un autre côté, ça te force à sortir. Parce que si tu veux ton ouinge, t'es obligé d'aller parler à quelqu'un. Tu vois, t'es obligé de sortir, t'es obligé d'être actif. Donc c'est jamais tout noir, tout blanc en vrai. Mais en général, c'est vrai que dans les moments sombres, il y a l'alcool aussi. Dans les moments où tu vas mal, se mettre dans les drogues, c'est jamais une bonne solution, quoi. Est-ce que toi tu ressens l'impact que ça a eu? Tu disais que jeune, j'ai beaucoup consommé par exemple de shit et de Beaucoup, bédo, tout ça. Ouais. Est-ce que tu ressens un impact aujourd'hui et aussi en tant que personne issue des quartiers dits précarisés entre guillemets, Ouais. est-ce que c'est ajouter du retard à du retard? Moi, j'ai une personnalité addict un peu aussi. Tu vois, quand je fais un truc, j'y vais à fond. Que ce soit la drogue ou le sport, ça peut être la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Plus la drogue que le sport quand même, malheureusement. Forcément, aujourd'hui, j'ai des séquelles de ça. Tout simplement, moi, ça a niqué ma scolarité. C'est-à-dire que j'avais des capacités à l'école, j'aurais pu aller loin à l'école, j'aurais pu faire quelque chose à l'école, mais en fait, j'étais trop défoncé. Toute la journée, j'étais défoncé. C'est-à-dire, le prof, il me parlait, j'entendais la moitié. Toi, tu crois que tu gères? Tu gères rien du tout. Tu gères rien du tout. Jusqu'à qu'à la fin, j'étais déscolarisé. Je vais pas te dire que c'était que à cause de ça, mais tu rajoutes une pièce dans la machine. Tu vois, déjà que la machine elle est bien chargée, il y a déjà pas mal de problèmes. Toi, tu rajoutes un problème par-dessus. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que la drogue, c'est jamais une bonne solution. Il y a qu'une seule drogue qui est bonne, c'est peut-être l'endorphine, vu que c'est la drogue qui est liée au sport. Tu vois. Pour en revenir un peu au freestyle que tu as fait durant le Skyrock de St. Joe's. Ouais. Dans ce freestyle, tu dis 10 ans tu perds ta mère, à 18 tu perds ton père. Ouais, 9 ans. 9 ans ma mère et 18 mon père, ouais. Je dis ça dans ce freestyle. La question que j'aimerais te poser, c'est en même temps, comme on avait dit, tu viens d'un milieu où tu as une forme de violence sociale qui s'exerce sur toi malgré toi, la précarité, etc., etc. Qu'on ressent pas en fait. Hein. Quand on y est, on le ressent pas cette violence sociale. On la comprend après. On la comprend après, mais elle est très très présente. Ouais. Avec ces pertes-là, qu'est-ce qu'on développe justement avec ces absences-là dans l'environnement dans lequel tu grandis en plus? Dans ce texte, je suis pas très précis parce que moi, ma mère, je la perds à 9 ans, mais mon père, je le perds à 17. Je dis 18 parce que c'est 3 mois avant mes 18 ans, tu vois ce que je veux dire. Quand tu perds tes parents, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux ressentis. Il y a un ressenti de putain, ça y est, je suis adulte. Tu vois, je suis mon seul responsable. Il y a plus personne qui est responsable au-dessus de moi. Donc il y a tout d'un coup un truc de responsabilité qui arrive sur toi. Par contre, moi j'étais pas du tout prêt. Donc en tout cas pour ma part, ce qui s'est passé, j'ai eu de la chance de perdre mon père un peu avant mes 18 ans. Ça veut dire que, enfin, je dis j'ai eu de la chance. C'est dur de dire ça quand même, paix à son âme, tu vois. Mais j'ai pas connu les foyers. Tu vois, moi j'étais dans ma baraque, je suis resté dans ma baraque, tu vois. Mais par contre, je me suis renfermé sur moi-même. J'étais déjà marginal à l'époque, donc j'avais déjà quitté l'école. J'étais déjà en conflit avec le daron, tu vois, comme je le dis dans ce texte aussi. Moi, je suis rentré dans une dépression pour moi après ça. T'as plus de repères, t'as plus aussi la chose qui te pousse au cul. Parce que quand t'es jeune et que t'es un peu un ado paresseux, on va dire, c'est le daron qui te met le coup de pied au cul. Qui dit, vas-y, bouge ton cul, range ta chambre, va faire ci, va faire ça. Moi, j'avais plus personne pour me mettre ce coup de pied au cul, tu vois. Donc, enfin si, il y a le besoin d'argent qui te met le coup de pied au cul. Et après, le souci, ce besoin d'argent, comme j'étais déjà marginal, je suis allé le chercher pas dans des voies très légales, quoi. Tu voyais, par exemple, tes amis ou autres qui avaient, on va dire, des structures familiales où les parents étaient présents. Comment tu voyais un peu est-ce qu'il y avait des décalages ou il n'y avait pas de décalage ou vous étiez tous dans une forme de marginalité? Alors déjà, on était tous dans une forme de marginalité parce qu'on avait tous quitté l'école.
dans le cercle où j'étais, et les mecs qui restaient à l'école, ils passaient. Tu vois, ils étaient de passage, mais à côté, c'était à la fac. Donc, ils avaient l'occasion de voir d'autres personnes, d'autres milieux, d'autres cultures. Donc, nous, on était tous marginaux. Moi, dans mon cas personnel, par rapport à ceux qui étaient avec moi, je pourrais pas te le dire en vrai, ça. Je pourrais pas te dire s'il y avait vraiment une différence. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que moi, des fois, je pouvais avoir je pouvais avoir un seum contre certaines personnes. Par exemple, j'entendais un mec qui se plaignait, tu vois. Dans ma tête, je me disais, mais ferme ta gueule en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, on a tous le droit de se plaindre. Tu vois, parce que moi, dans ce cas-là, un Palestinien, il peut venir et me dire ferme ta gueule en vrai. Tu vois. Donc tout le monde peut dire ferme ta gueule à tout le monde dans ce cas-là. Donc chacun il a le droit de se plaindre dans ses plaintes, et c'est important même de se plaindre. Aujourd'hui, je pense comme ça. Tu vois. Mais il y a un moment où tu te dis aussi, t'as l'impression qu'il y a un acharnement du ciel sur toi. C'est-à-dire que j'arriverai à rien ou quoi dans ma vie. C'est quoi? Tu veux que je me suicide en fait? C'est quoi ton plan? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est difficile. T'as l'impression un peu de te battre contre un destin qui te met que des gifles. Tu vois? Donc voilà, moi en tout cas j'ai eu la chance que j'ai eue, c'est peut-être d'avoir une force mentale ou un détachement des choses. C'est-à-dire que tout de suite j'ai eu un détachement des choses où tout d'un coup tout ce qui m'entourait en réalité la valeur elle change. Tu vois, la valeur des gens elle change. Tu vois, t'as perdu tes parents, perdre un ami, bon, c'est pas la même violence. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout d'un coup tout ton système de valeurs il change. Et tout est nivelé par, je sais pas si par le haut ou par le bas, mais en tout cas, t'es plus détaché des choses quand même. Le fait de garder un petit peu cette forme de détachement, est-ce que ça t'a poursuivi ou est-ce que c'était une façon de te Ouais, reconstruire? ça m'a poursuivi. Après, ce détachement, je l'ai aussi. Je pense que j'ai un naturel détaché, que ça l'a accentué. Voilà. Et puis il y a aussi le pétard, le délire de tout ça, d'être assez marginal. Donc moi, je vendais 2-3 trucs, je rentrais des sous, je payais le loyer, je remplissais le frigo, et hop, après, c'était bon pour moi, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais aujourd'hui, je me suis battu contre ça. Par contre, j'ai toujours eu la volonté je ressentais, tu vois, le délire qu'il fallait que je m'en aille, qu'il fallait que je parte. Tu vois, moi, quand j'ai quitté mon HLM, il y a plein de mecs qui m'ont dit, mais t'es un fou. On quitte pas un HLM, mec. T'as la chance d'avoir un HLM, garde-le. Moi, j'ai décidé de le quitter. Tu vois, j'ai décidé de le quitter parce que pour moi, il fallait que je sorte de cet environnement. Parce que dans cet environnement, bah, il y a le texte de Kerry James, deux issues, tu vois. La mort ou la prison. Moi, j'en rajoute une troisième, c'est l'HP. Parce qu'il y en a plein qui finissent en HP aussi. Après, l'HP, il y a finir en HP et passer en HP, c'est pas pareil. Il y a des gens qui passent en HP, ils sortent, ils sont tranquilles. Mais je connais aussi des gens qui sont vraiment devenus fous. T'avais peur, toi, de partir de cette voie-là? Moi, ce que j'avais peur, ce que j'avais peur, en fait, c'est surtout de partir dans une voie sans issue. T'as 20 piges, t'es dans ton système, t'as l'impression que ça marche, mais ce système, moi, à l'époque, je savais déjà qu'il allait pas tenir quand j'aurais 30 piges. Tu vois, je savais déjà qu'il fallait que je me réinsère, qu'il fallait que je retourne dans un système à peu près normal, et aussi pour ma santé mentale, parce que tu sais, la cité, c'est une matrice qui est à côté de la réalité. On croit des choses qui ne sont pas la réalité. Et après, de toute façon, chacun sa matrice. Le 16e arrondissement, c'est une autre matrice qui est à côté de la réalité. En réalité, on vit tous une réalité qui est pas là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de réalité générale commune à tous en vrai, tu vois. Donc voilà, moi j'ai toujours eu cette volonté de sortir de la cité. Après, c'est peut-être aussi parce que je suis arrivé en France à 4 ans. Donc moi, la cité, je l'ai pas connue toute ma vie. Je suis pas né dans la cité, tu vois. Et c'est peut-être aussi cette chance. C'est une chance que j'ai eue d'être, de vivre en Indonésie longtemps et de me dire, il n'existe pas que ça. Donc moi, c'était ancré en moi depuis que j'étais tout petit, tu vois. Comment est-ce qu'on a la volonté de se réinsérer alors qu'on vient d'un milieu où il n'est pas au regard du reste, et ça reste une matrice où les gens ne sont pas considérés comme étant des gens insérés déjà. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais. Bah déjà, c'est la volonté. Si tu le veux pas, il se passera rien. Mhm. Faut avoir une volonté forte. Ensuite, bah moi, c'est mes activités qui m'ont amené à rencontrer des gens. Donc j'ai rencontré des gens par ces activités, et finalement, c'est par ces activités-là que je me suis réinséré. Tu vois. Et en rencontrant des gens qui m'ont proposé des choses, et donc voilà. En fait, il faut avoir la volonté. Tout doit partir de toi. Il y a personne il y a des gens qui vont te tendre la main. Il y a toujours des gens qui te tendent la main. Hein. Il y a personne. Il y en a toujours des personnes comme ça. Mais par contre, est-ce que toi, t'es en phase pour récupérer cette main? Est-ce que toi, tu vas pas cracher sur cette main même? Tu vois?
Parce que quand t'es dans des activités, tout ça, reprendre le travail, c'est compliqué. Tout d'un coup, t'es plus le chef. Tout d'un coup, on te parle comme si tu venais d'arriver. Tu vois ce que je veux dire? Donc la place, moi dans la cité, j'ai jamais été en haut de la hiérarchie ni tout en dessous. Hein, tu sais, je suis pas un caïd ni rien, tu vois. Mais le peu de respect que t'as réussi à avoir dans ta matrice parallèle, tout d'un coup, faut que tu repartes à zéro et tu vois des mecs qui ont aucun vécu et qui vont te parler mal parce que ils ont tel badge et toi t'as tel badge. Tu vois? Il y a aussi le fait qu'on va t'utiliser dans le milieu du travail parce qu'on sait que tu connais rien. En fait, la cité, c'est un peu une chair à canon dans le milieu du boulot. Tu sais, on va des tafs où t'es payé à la commission, on te paye pas à ta juste valeur, on te met des petites carottes parce qu'on sait que toi, ton daron, il va pas appeler un avocat. Tu vois, tu vois ces bails-là. Donc, il y a beaucoup plus de pièges à éviter. Et je reviens sur le truc où t'as plus tes parents. Donc, moi, j'avais plus mes parents. Les pièges, il y a personne qui me disait fais attention à ça. Parce que tu rentres chez toi, t'expliques à ton daron. Bon, même si on vient d'une cité, les darons quand même, à un moment. Et des darons, ils ont une jugeote. C'est pas parce que, tu vois, donc les darons, c'est quand même ton premier référent quand t'es dans une situation comme ça, tu vois. Donc après, il y a des darons, ils captent pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc tu dois aussi faire ton chemin tout seul. Et il y en a qui ont de la chance d'avoir des darons qui captent, et c'est important. Tu vois, moi aujourd'hui, je capte les choses. J'ai pas envie que mes enfants, ils se débrouillent tout seuls tout le temps. Moi, je veux les aider et les aider à avancer, tu vois. Pour changer de sujet, tu disais de façon un peu provocatrice que le rap était mort. Ouais. La question que j'aimerais te poser, c'est sur quels aspects le rap il a changé et à quel moment c'est parti peut-être dans une direction plus dominante qu'auparavant. Je sais pas si je vais être très précis là-dessus. En tout cas, quand je dis le rap il est mort, ce que je pense c'est plutôt qu'il est mort vivant. C'est-à-dire que c'est un zombie, quoi. Il est là, il marche, il bouge, mais je ressens plus l'âme que j'ai ressentie. Après, il y a des mecs avec qui j'avais ces discussions et qui me disent, mais c'est parce que toi, t'es d'une autre génération, c'est pour ça que tu penses ça. Je pense pas forcément ça. Et aussi, le rap, en fait, français, je trouve qu'il s'est américanisé. Alors, c'est une dinguerie de dire ça, parce que le rap, il vient des États-Unis, on est d'accord. Hein. Mais, à un moment donné, au tout départ, les Français, ils faisaient du rap quinri, ok, en mode français. Et petit à petit, il y a un rap français avec des valeurs françaises, qui s'est dénoté. Et là, on est revenu au rap quinri, tu vois. Et aussi, ce qui a forcément dénaturé le rap, je pense que ça existe aussi dans plein d'autres milieux, c'est qu'aujourd'hui, économiquement, le rap rapporte vraiment de l'argent. Enfin, rapporte vraiment de l'argent à pas beaucoup de monde peut-être, mais dans le rap, il y a possibilité de gagner de l'argent pour de vrai. Donc, je pense que ça change tout. Parce que moi, quand je rappais, à mon époque, tu rappais, t'étais un guignol. Enfin, t'étais pas un guignol, mais je veux dire, ça servait à rien. Tu perdais ton temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu perdais ton temps. Donc aujourd'hui, les gens ils se disent, oh, rapper, je perds plus mon temps. Donc tous les mecs qui avaient que l'argent en tête, qui avaient pas forcément ce truc passion, et dans la cité, des mecs qui ont que l'argent en tête, il y en a des masses. Tu vois, on est à la cité, on est très capitaliste. Après, je te dis ça, moi, ça fait longtemps que j'ai quitté la cité, donc je suis plus connecté non plus avec la cité d'aujourd'hui. Hein. Mais on est très capitaliste. Et le truc, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus de monde qui se disent, tiens, là, il y a moyen, tu vois. Tu avais parlé aussi de Desporuti, par exemple, ouais. où dans le morceau Arrêté, ouais. on voit il tire sur 50 Cent, ouais. Qui symbolise un peu le rap américain. Ouais. Je crois qu'il avait déjà vu venir. Et toi, par rapport à Despo, dans une interview, tu dis qu'il avait ramené un truc du rap, c'est que tu rappes un truc et nique sa mère ce que les gens en pensent. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, on est au contraire de ça? C'est-à-dire, la priorité de l'artiste, c'est ce que les gens pensent. C'est-à-dire, on va... Alors, la priorité de l'artiste mainstream. Mainstream, bien sûr. Bah, parce que l'artiste mainstream, aujourd'hui, c'est peut-être une société. Tu vois, c'est peut-être un mec qui fait du chiffre d'affaires, un mec qui nourrit des gens. Et je me dis que même les artistes mainstream, si je prends un exemple, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple particulier, mais en tout cas, je me dis qu'en réalité, aujourd'hui, aujourd'hui, la différence, c'est que le public, j'ai l'impression, il connaît quand même mieux le rap. Tu vois, qu'avant. Avant, il y avait une petite niche de super connaisseurs, et maintenant, ces super connaisseurs, ils sont quand même étendus. Il y a des super connaisseurs, des connaisseurs. Donc, j'ai pas forcément cette impression-là, mis à part sur certains morceaux. Je pense que les artistes, ils vont le faire sur certains morceaux. Mais comme un SCH avec Julius, j'ai pas l'impression qu'il se préoccupe de ce que les gens vont passer. Tu sais, quand il a sorti Julius 1, je veux dire,
il y a pas de tentative de hit, j'ai l'impression dedans ou de choses comme ça. Quand Orelsan il arrive dans ces trucs et il te fait ces textes là, j'ai pas l'impression qu'il se demande ce que les gens vont en penser, tu vois. Après, moi, je suis pas non plus un auditeur de fou. Non, j'ai pas cette impression. Après, par contre, des gens autour de toi vont se poser cette question. Ton équipe. Les gens qui sont plus business, ils vont te dire ah mais attention cette phase. Et après c'est à toi de faire la part des choses. Tu parles aussi de la Palestine, tu dis un peuple bafoué dans lequel on se reconnaît tous. Ouais. Comment tu sens cette identification? Bah je le dis après, un des nôtres qui meurt, elle est rapide l'enquête. C'est-à-dire qu'on sent simplement qu'on est des citoyens de seconde zone. Et ça, la citoyen de seconde zone, c'est toute la cité. Hein. Peu importe la couleur, et ça peut être aussi un mec de campagne qui sent citoyen de seconde zone. Donc à partir du moment où tu dépasses un périphérique, t'es dans la seconde zone. Pour moi, la campagne, elle commence après la périphérique. Et je le dis aussi dans un morceau avec Jungle Jack. Je sais plus ce que je dis, mais je t'explique qu'on a notre patois, comme dans un village pittoresque. Donc t'arrives à Paris, t'arrives en dehors de Paris, tout de suite ça parle différemment, c'est une autre mentalité. Il y a tout change. Par rapport à la Palestine, bah ce truc de citoyen de seconde zone ou de même troisième zone ou tout ce que tu veux, tu vois. Et en plus de ça, par rapport à ton milieu social, parce que j'avais vu un truc, tu sais, en France par exemple, si sur le CV tu t'appelles Robert, déjà ça veut dire que t'es pas fils de cadre, tu vois. Donc déjà le mec il le prend en compte. Tu t'appelles Robert, tu t'appelles Robert. Donc t'arrives, tu t'appelles Mohamed, frérot. Donc tu vois il y a plusieurs classes. Tu t'appelles Robert et tu viens de tel endroit? Compliqué. Alors, tu t'appelles Mohamed et en plus tu viens de tel endroit, tu vois, toujours, il y a plusieurs strates. Tu vois, il y a plusieurs strates. Et puis, la Palestine, j'en parle souvent dans mes textes parce que, bah, pour moi, c'est la moindre des choses. Tu sais, je fais rien de concret en vrai. J'envoie pas d'oseille, je suis pas parti là-bas, je fais rien de concret, mais en tant qu'artiste, si j'en parle pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais je suis obligé d'en parler. Donc je le place le plus souvent possible. Je place un truc à la Palestine. Pour moi, c'est mon travail en tant qu'artiste. C'est mon devoir en tant qu'artiste. C'est ma façon de passer. Et maintenant, si j'étais bien, peut-être que je ferais plus d'actions. Après, tu sais, il y a la Palestine, il y a plein d'autres endroits aussi, tu vois. En ce moment, c'est vrai que c'est cristallisé sur la Palestine parce que ce qui se passe là-bas, c'est un délire de fou. Mais voilà. Il y a eu ce débat de dire les rappeurs, vous vous exprimez pas assez sur ce conflit-là. Alors que historiquement, je vois pas d'autres courants musicaux pour lesquels ce positionnement pro-palestinien était carrément acquis, quoi. Avant même dans les années 90 où les infos nous parvenaient pas comme ils parviennent aujourd'hui, j'ai l'impression que le rap a toujours gardé ce positionnement pro-palestinien. Je connais même pas de rappeur. Pro-palestinien, anti-colonisation, voilà, tout le positionnement naturel du rap, ouais. Comment t'expliques le fait que ça fait partie de façon inhérente à cette culture-là et qu'aujourd'hui, il y a ce reproche à cette même culture de se dire, bon les gars, c'est quoi le délire, tu vois? Alors, déjà pour moi, il y a plein de monde qui ont parlé de la Palestine dans le rap français et peu importe les niveaux de mainstream. Après, il y a des gens qui ont décidé de pas en parler. Voilà, moi je connais pas leurs idées politiques. Tu regardes une meuf par exemple comme Blanche Gardin, elle a parlé de la Palestine. Blanche Gardin, elle est blanche, elle est insérée dans le milieu du cinéma. Elle est, tu vois, donc elle a été mise de côté tout de suite. Tout de suite. Là, aujourd'hui, elle fait un truc en vidéo, elle dit plus personne me propose de film. Donc déjà, quelqu'un qui est inséré dans le milieu, déjà, il t'explique ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, peut-être que c'est dangereux aussi de se positionner pour la Palestine quand t'es une grosse industrie, quand t'es un gros rappeur. Encore une fois, plus t'es haut dans le rap, plus tu génères de l'argent, plus tes prises de position, elles sont dangereuses. Est-ce que les rappeurs, ils doivent se positionner? Encore une fois, on en revient à l'argent. Tu nourris ta famille, tu nourris machin. Est-ce que la parole que tu vas dire, le mieux, c'est de fermer ta gueule et de faire des choses derrière. C'est ça le mieux. Tu fermes ta gueule, les gens, ils t'insultent. C'est bien, insultez-moi. Derrière, je pose des tales, personne n'est au courant. Voilà. Comme il y a plein d'artistes qui font, comme quand on avait attaqué Ribéry avec sa Côte d'Or là, parce qu'il avait bouffé une Côte d'Or, et derrière t'as plein d'associations qui sont montées au créneau, qui disaient mais attendez, Ribéry chaque année il nous donne tant. Le mieux c'est de faire ça. Si t'as de l'argent, si t'as des gens qui sont capables, le mieux c'est de fermer ta gueule et de pas prendre de risques pour protéger ta famille, protéger tout ça. Voilà, à un moment donné on n'est pas des super héros aussi. Tu as parlé dans une interview, tu avais parlé du fait que parfois, on te considérait comme un bobo et que tu ne l'étais pas. Tu disais, je mets des châteaux de paille, etc. Il y a plusieurs gars, des fois, quand ils me voient dans des endroits, ils peuvent dire, ils peuvent me dire ça, ouais. Alors, là, ça me fait une transition. Il y a Limsa Dolné qui parlait dans ses sons, de ses interviews, il disait, il avait constaté que,
la classe sociale initiale, Ouais. c'est-à-dire les quartiers, l'écoutaient pas en premier lieu. Ouais. Et que c'était un constat et que c'était d'autres personnes issues d'autres classes sociales qui l'écoutaient. Est-ce que toi, tu as le même constat avec ton public? Ouais, je le dis dans un texte qui n'est pas encore sorti là. Je suis écouté par des vieux OG et des jeunes bobos. Donc j'ai ce constat-là aussi. J'ai que ce constat-là aussi. Après, c'est moi, je sais que c'est par rapport au style que j'utilise, c'est-à-dire que moi, jusqu'à avant hiver-automne, sur mes 3 albums, j'étais sur du boom bap. Pour les jeunes de cité, c'est la musique des darons, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, quand t'es jeune, t'es dans tes trucs. Je sais qu'il y a aussi plein de jeunes de cité qui m'écoutent, mais je suis pas forcément le mec que tu vas écouter quand faut s'ambiancer, peut-être, ou je sais pas, tu vois. Donc c'est quelque chose que je partage, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le boom bap a quitté un peu ces lieux-là? Alors que beaucoup d'artistes qui viennent de ces milieux-là le font, quoi. Je sais pas pourquoi ça l'a quitté, mais ça me rappelle Griselda, tu vois. Parce que l'histoire de Griselda, en fait, c'est West Side Gun qui vend et qui va dans des endroits de bourgeois pour vendre. Et il se rend compte que dans ces endroits-là, les mecs qui ont de l'oseille, ils écoutent le rap de rue de son époque à lui. Et donc, il pète un plomb, tu vois. Lui, il croyait que c'était trap partout, tu vois. Mais après, peut-être qu'ils font ça pour se différencier, justement. Peut-être que des fois, tu sais, le bourgeois, il va se différencier, il va pas au cinéma, il va au théâtre. Tu vois, il va pas voir je sais pas quoi, il va voir une expo. Tu vois, dans tes actions sociales, t'es amené à rencontrer des gens de ta classe. Tu vas pas taper un foot au five, tu vas faire du paddle. J'en sais rien moi, des conneries comme ça, tu vois. Et ce qui fait que t'es amené à rester avec ta caste parce que vous avez les mêmes activités que vous avez choisies. Et peut-être que justement, c'est parce que la cité n'écoute plus ça et que c'est devenu aussi le classique. Parce que ça reste le rap classique de base. C'est le rap, maintenant, il a plein d'enfants qui commencent par rap et après, il y a des trucs que tu colles à côté du mot, tu vois. Donc, c'est le rap classique de base, c'est de la musique classique. Et peut-être que c'est aussi pour ça qu'il va écouter ce genre de choses-là pour se différencier. Après, c'est peut-être juste parce qu'il kiffe, parce que aussi peut-être les textes, ils sont plus travaillés généralement que dans la trap, même si dans la trap t'as plein d'artistes qui travaillent énormément leurs textes, hein. Après moi je suis pas dans leur tête, je peux pas savoir exactement, mais je suis sûr qu'il y a plein de boubos aussi qui vont kiffer de la trap comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas c'est vrai que ce rap là, mais par contre il y a des anciens, les anciens du quartier, ils vont encore écouter ça, et pour eux la musique des neugeux c'est de la merde. Donc c'est marrant ce délire de jeunes bobos et vieux OG, tu vois, qui se croisent. C'est un délire. Moi, de toute façon, tant qu'il y a des gens qui m'écoutent, je suis content, tu sais. Je m'en fous de t'es qui. Si tu m'écoutes et que le message il te touche, c'est le principal. Et si tu m'écoutes, c'est que t'as déjà connu la souffrance en vrai. Et je m'appelle souffrance, ma gueule, mais la souffrance c'est la base du rap. C'est la base du rap, c'est la base du blues, c'est la base de tellement de musique noire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est qu'à un moment donné, t'as connu ce truc et il y a un truc qui te touche. Merci beaucoup. Merci à toi, Nikita.